Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui déroule le tapis rouge à un invité. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le dossier Norbert Zongo. Il avait 42 ans quand il a été porté à la tête de la... il était rapporteur donc, de cette commission d'enquête indépendante suite à l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Une commission d'enquête indépendante avait été mise en place. À 64 ans, nous l'avons retrouvé et il est avec nous aujourd'hui pour nous apporter ce qu'on pourrait qualifier sa part de vérité sur comment la commission a travaillé, les recommandations auxquelles sont parvenus les membres de ce comité-là. Monsieur Kam Sibiri Eric, bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage de Burkina Info. Je l'ai dit, de 1998 à 2020, vous avez 64 ans aujourd'hui. Alors comment vous allez côté santé? Non, Dieu merci. Dieu m'a donné un capital de santé. Et si j'avais eu ce capital-là, d'un point de vue pécuniaire, je pense que je serais milliardaire. Mais néanmoins, quand même en bonne santé, ça n'a pas de prix. Non, c'est ce que j'ai dit. Ça n'a pas de prix. Alors, bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Un peu plus de 20 ans après l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, chaque fois qu'on évoque le nom de Norbert Zongo et ses compagnons, quel est le sentiment qui vous anime, vous? Un gâchis. Cet homme-là, rien que par ses écrits et son sens de la justice, a beaucoup apporté à notre pays. Mais certains ont pensé que il n'avait pas le droit de s'exprimer. Qu'il y avait des gens qui étaient intouchables, dont il ne fallait pas parler, ou bien des affaires qui étaient tabous, dont il ne fallait pas parler. Alors que lui ne se connaissait pas de tabou. C'est ça son seul péché, c'est ça, si on peut dire, sa seule faute. Et comment vous avez vécu l'assassinat de Norbert Zongo? Quand le 13 décembre 1998, l'information est tombée, comment vous l'avez vécu? Le 14 décembre. Les 13 personnes étaient au courant. C'est le 14 dans la journée que l'information a commencé à circuler. J'étais incrédule. Et pour avoir confirmation, j'ai appelé une amie commune. Quand elle a décroché, elle pleurait. Donc j'ai su que c'était vrai, qu'il était mort. Maintenant, mort de quoi? C'était ça la question. Et systématiquement, vous vous êtes dit c'est plus que jamais le moment d'entamer une lutte pour que ces crimes-là ne restent pas impunis au Burkina Faso? Non. Quand l'information était confirmée et qu'à 13 h, on a parlé d'accident au journal, j'ai dit non, ça ne peut pas être un accident. Ça ne peut pas être un accident. C'est la première réaction que vous avez Non, eue? non, moi j'étais... Parce que je vous dis en fait, vous savez, il y a des événements que vous vivez et par la suite vous faites un lien. Et vous dites, ah, voilà pourquoi. Le vendredi 11 décembre 1998, nous avions rendez-vous avec le représentant de Panos Dakar pour voir dans quelle mesure Panos pourrait collaborer avec la Ligue, notamment financer certaines de ses activités. Le rendez-vous était pour 18 h. Moi, j'étais à l'hôtel, 17 h 30. Norbert est quelqu'un de ponctuel. Quand l'heure est arrivée qu'il n'était pas là, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones cellulaires, je suis allé au journal, l'Indépendant. Je l'ai trouvé là-bas. Je dis, ben Norbert, on doit rencontrer un tel. Il dit, oui, oui, oui. Je dis, bon, on part. Il dit, non, qu'il doit régler un problème là. Effectivement, il avait des gens dans son bureau avec qui il échangeait. Le parti va venir après. Il dit, non. Si c'est comme ça, je vais rester. Et puis on va repartir ensemble. D'autant que je n'ai pas vu taper 50. Il dit non, qu'il est venu par taxi. Il dit bon, autant pour moi, je vais rester, on va repartir ensemble. Mais il ne voulait pas. Il insistait pour que je reparte et puis il va venir après. Je suis quand même resté. On est reparti ensemble. Quand nous avons fini l'entrevue avec le président de Panos Dakar, il habitait du côté de Sasgo là. Et l'ami là aussi était sur la même ligne. Elle dit, bon écoute, je te ramène. Donc on va faire chemin ensemble. Il dit non, il va rentrer en taxi. Décidément. On dit, mais, elle dit, mais ça ne me coûte rien de te déposer. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas que je te ramène? Donc, malgré lui, elle a embarqué. Donc, quand le 14, moi j'apprends que
il est mort avec son véhicule de la concession du parc de chasse avec d'autres personnes, je dis non, en fait, il savait qu'on le recherchait et il ne voulait pas qu'il y ait de victimes collatérales. C'est la seule explication logique que je trouve au fait qu'il ne veuille pas se faire remorquer. D'abord, parce qu'il avait des voitures. Donc, il aurait pu rouler en voiture. Il ne voulait pas en voiture. Il avait sa P50 avec laquelle tout le monde le voyait rouler. Or, à ce moment-là, c'est la P50. Parce que là aussi, il y a le risque qu'on vienne vous bousculer, tomber dans le trou, puis on dit que c'est un accident. Donc, après, donc, je fais ce lien-là. Je dis donc, il savait et il ne voulait pas qu'il y ait de victimes collatérales. Et donc, vous, votre dernière rencontre avec Norbert Zongo, c'était le 11 décembre Le 11 décembre à 19h. Et le lendemain, vous ne vous êtes pas parlé? Non, samedi 12 et dimanche 13, il va à son ranch. Et le 14, l'information tombe. Oui. Et quelle a été votre réaction? Vous êtes allé directement dans la famille de Norbert Zongo après avoir eu la confirmation de sa mort? Oui, on est parti, il y avait foule et tout, mais bon, en fait, c'était pas le lieu, c'était plutôt Sapui qui était le lieu névralgique à ce moment. Mais je n'avais pas les moyens d'aller à Sapui, donc je ne suis pas allé à Sapui. On a attendu que les choses reviennent à Ouaga. Les pressions ont commencé, la rue a commencé à gronder, les élèves ont commencé à descendre dans la rue, un collectif a été mis en place, oui. Et systématiquement a été mis aussi en place, enfin on pourrait le qualifier ainsi, cette commission d'enquête indépendante. Oui, ça a été l'une des premières revendications du collectif, la mise en place d'une commission d'enquête indépendante. Et effectivement, on a été entendu, et le 18 décembre, il y a un décret qui a été pris, créant une commission d'enquête indépendante. Sauf que, quand on nous a envoyé le décret, nous n'étions pas d'accord avec la composition de la commission. Nous avons fait une contre-proposition et ça a été accepté et la composition a été créée sur cette base-là. Et vous, comment vous êtes retrouvé dans cette commission d'enquête indépendante? Non, moi j'appartenais à la Ligue pour la défense de la presse. J'étais secrétaire général à l'époque et au niveau de notre organisation, on m'a désigné pour représenter la Ligue dans cette commission. Quand je suis arrivé, il y avait déjà le vice-président qui avait été élu, le président et le vice-président avaient déjà été élus. Maintenant, il fallait des rapporteurs. Il y a Maître Ouédraogo Adolphe qui était rapporteur. Je suis arrivé, on m'a dit, bon, tu vas être rapporteur également. Voilà comment je me suis retrouvé dans la fonction de rapporteur. Alors, le dossier Norbert Zongo est l'un des dossiers les plus emblématiques que le Burkina ait jamais connu, on pourrait le dire ainsi. Alors, cette commission d'enquête indépendante a été mise en place, oui. Et vous avez commencé votre travail avec des difficultés à n'en pas finir parce que vous vous êtes rendu compte que ça n'allait pas être un long fleuve tranquille visiblement. Non, de façon, en fait, disons que il y avait toute la rumeur qui circulait autour de ça, mais aujourd'hui, moi, je pense que ceux-là qui ont décidé de créer la commission ne savaient pas même où les travaux allaient aller. Je pense que, quelque part, il y avait ça. Et on a créé la commission. Mais, on va dire aussi qu'il y a des gens qui, dès la mise en place de la commission, avaient peur de ce qu'on pourrait trouver, puisque, à peine la commission installée, il y a un monsieur tout bon, tout gentil qui s'est présenté pour nous donner sa version des faits, en désignant même les auteurs, les acteurs. À quel titre? Non, il disait qu'il avait, par hasard, été assisté, entendu une conversation où l'on parlait justement de venir exécuter quelqu'un et que donc, alors que lui, en son temps, il avait bénéficié de l'aide de Norbert Zongo pour aller se soigner en Côte d'Ivoire, et qu'il a même essayé d'appeler Norbert Zongo pour l'informer des faits, de la menace qui pesait sur lui, il n'a pas pu l'avoir, et que donc, lui, il vient nous dire quels sont ceux qui ont exécuté. Un faux témoignage. Pour nous égarer. Mais on a fait les recoupements. D'abord, il disait que les intéressés avaient logé à l'hôtel Splendide. Bon, rapidement, il faut signaler que dans le cas de cette enquête-là, toutes les institutions que nous avons contactées ont collaboré. Toutes les institutions? Toutes les institutions que nous avons collaboré. La Sonapost, l'Onatel, les hôtels, toutes les institutions qui ont été contactées ont collaboré de bonne foi. Alors, on a vérifié, c'était des mensonges, puisqu'il disait qu'on avait été chercher des éléments hors de Ouagadougou, mais
des militaires postés dans d'autres localités du Burkina Faso pour mener la mission. On les a interpellés, ils sont venus, on a pu montrer qu'au jour dit, les intestins ne pouvaient pas être à s'appuyer. Donc, on a automatiquement mis son témoignage de côté. On a compris qu'en fait, on avait voulu nous égarer. L'un des défis importants pour vous, c'était de trouver les témoins et les bons surtout pour pouvoir parler de ce qu'ils ont pu voir sur le terrain. Ça aussi, ça a été un combat quand même assez difficile. Les gens avaient peur, ils craignaient pour leur vie et tout ça. On avait même ouvert même une boîte postale pour ça, une ligne pour ça, mais on n'a jamais reçu un seul coup de fil de quelqu'un disant j'ai des informations pour vous. On n'a jamais reçu une correspondance de quelqu'un disant des informations pour vous. 22 ans après, avec les réseaux sociaux, je pense que l'affaire aurait été différente. Mais comment vous avez pu finalement identifier les gens pour leur poser des questions, prendre leurs témoignages et tout ça? Non, de toute façon, quand on mène ce genre d'études, on commence toujours quelque part. Donc, il y a les vieilles histoires qu'on a réveillées, l'empoisonnement de Kaya par exemple. Donc, on a commencé par entendre ces gens-là. Ensuite, on avait parlé des braconniers et tout. On a interrogé les gens et tout, et tout, et tout. Et au fur et à mesure, on avançait. Il y a des hypothèses que tout le monde avançait, les braconniers, les populations qui ne sont pas contentes de l'installation du ranch, et ainsi de suite. Bon, tout ça, ça a été écarté parce que si vous n'avez pas d'éléments qui convergent, qui confirment, c'est une hypothèse, mais vous n'avez rien qui vient étayer l'hypothèse, vous n'allez pas la retenir parce qu'il faut la retenir. Voilà. Bon. Donc on dit que voilà, on a écarté ça tout rapidement, mais comme on n'a pas eu d'éléments probants pour étayer, il n'y a pas besoin de les retenir. Mais là où nous, on commence à savoir que nous sommes dans la bonne direction, c'est quand nous convoquons des éléments de la sécurité présidentielle, on les entend, et on se rend compte qu'avant qu'ils ne viennent, on leur fait la leçon. C'est qu'il fallait dire. Avant qu'ils ne viennent, et que quand ils rentrent, ils font le compte-rendu afin qu'on prépare celui qui va venir après. On se dit, ben, c'est pas comme ça. Si quelqu'un se sent obligé de faire la leçon à ceux qui sont convoqués avant qu'ils ne viennent répondre aux concours de la Cour, c'est qu'il y a quelque chose que l'on veut nous cacher. Alors, revenons donc sur justement les témoignages que vous avez recueillis. Oui. Comment les militaires vous ont été envoyés finalement à cette commission d'enquête indépendante? Non, la commission avait tous les pouvoirs. On avait le pouvoir de convoquer qui on voulait, quel que soit son rang. Voilà, on avait les pleins pouvoirs. Et quand ils sont arrivés, il y avait un chef de file ou un chef de mission dans le groupe là? Quand vous avez vu leurs attitudes et tout ça? Parce que, de toute façon, l'armée est un corps hiérarchisé, ça on ne va pas le cacher. Enfin, on ne va pas le cacher, on le sait. Donc, on entend des gens, mais là où nous avons eu la conviction qu'on était vraiment sur la bonne voie et qu'on allait nous mettre des bâtons dans les roues, c'est quand nous avons demandé la prolongation de la garde à vue de Kafando Marcel et de, comment il s'appelle encore, Kwama Chose. Bien sûr. Alors là, le procureur général refuse la prolongation de la garde à vue. Pourquoi? Nous avons jugé opportun de mettre des gens en garde à vue. Et on avait ce pouvoir-là. Maintenant, pour la prolongation, on dit non, on va respecter les textes. Donc demander au procureur général de prolonger. Il dit ne prolonge pas. Or, ça a été la première difficulté à laquelle vous êtes confronté. Vous avez été confronté. Or, oui. Je dis en fait, en disant qu'on ne prolonge pas, on envoie un message aux intéressés. On leur dit de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous êtes couverts, rien ne va vous arriver, donc ne parlez pas. Mais en plus, au-delà de ça, nous recevons un sous-officier qui nous dit qu'au niveau du corps, du conseil de l'entente, il y a un registre à partir duquel on peut avoir la position de chaque élément. Et que donc, nous sommes dans les environs de 21h, il dit, bon, l'audition est finie, il va rentrer, mais demain, il nous renvoie ce registre-là. Donc, si on l'a, on sait où était chaque élément le jour du 13 décembre. Alors, je voudrais qu'on fasse une escale. Il s'agit donc de Christophe Kombasséré, Ousseini Yaro, caporal Wempasgo Nakulma, le sergent Banagoulo Yaro, le sergent Edmond Kwama et l'adjudant Marcel Kafando. Alors dites-nous comment finalement cette liste-là a été établie? Parce que ce sont les noms. Non, parce que justement, tous plus ou moins se retrouvent dans l'affaire David Ouedraogo. Il y a un lien étroit en fait. Mais quand ils viennent, non, sur l'affaire Norbert Zongo, c'est évident. Silence total.
ils ne connaissent même pas Norbert Zongo, il y en a même qui n'ont jamais lu son journal, ainsi de suite. Donc, il ne peut pas y avoir... Mais, quand on aborde l'affaire David Ouédraogo, il vous raconte ça comme vous raconterez une soirée... Dans ils vous ont raconté comment non, David... Non, ils vont raconter. Ils ont dit non, en fait, simplement... François Compaoré a dit qu'il a payé de l'argent à la maison et donc il pense que c'est son personnel domestique. Donc il a dit, et les ont pris en main. Les ont pris en main, les ont amenés au conseil. On a fait boire du whisky. Ce n'est pas le vrai whisky, mais c'est le doigt sur le sol, puis vous tournez autour là, c'est ça qu'ils appellent faire boire le whisky. Ils ne parlaient pas, donc les ont amenés en brousse. Et là, après les récoltes, vous savez, il y a des tiges de mil qui restent dans les champs. Donc, on a rassemblé des tiges de mil, on met le feu, et puis on prend le gars, on le suspend au-dessus du feu, comme vous allez faire pour un poulet que vous avez mal plumé. Et c'est ce qu'ils ont dit. Et c'est ce qui a fait la plaie sur le dos de l'un des... Voilà, l'un des uns qui a été poursuivi dans l'affaire du vol de millions au domicile. Et ils sont maltraités, et maintenant, dessus des maltraitances, David Ouédraogo ne supporte pas et il meurt à l'infirmerie de la présidence. Ça, ils ont raconté sans problème. Et sans gêne, hein, sans aucune gêne. Est-ce que vous avez senti qu'ils avaient des remords par rapport à... Non, ils n'avaient pas de remords. Ce que je dis sans aucune... Ils ont raconté ça comme vous allez raconter. Bon, hier, on était à tel point, voilà ce qu'on a fait, j'ai bu... Comme ça. Brûler vivement quelqu'un de cette nature. Et... Je me rappelle à l'époque, j'avais fait l'observation. J'ai dit, mais si c'est moi, j'allais faire de boire le whisky. Jean quand même m'a dit non, que ce n'est pas ici que je parle comme ça. Que sinon, si on m'amène au conseil là, il n'y a pas quelque chose qu'il va dire de faire, moi je vais refuser de faire. Alors, donc, il raconte, et puis, David meurt. Le procureur est informé, François est informé, et on enterre David sans informer ses parents. En droit, on appelle ça recel de cadavre. Donc, celui qui a enterré, sans informer la famille, là, doit être poursuivi normalement. C'est-à-dire que François Compaoré, normalement, doit être poursuivi pour recel de cadavre. Mais il n'a jamais été poursuivi pour recel de cadavre. Voilà. Mais bon, on sait aussi comment était, qui étaient les tenants de la justice à l'époque, les institutions de justice à l'époque. Donc, il a été couvert. Donc, à partir de ce moment, nous, on a le lien avec l'assassinat de Norbert Zongo, puisque dans l'histoire, nous apprenons qu'il y a des gens qui ont fait de la médiation, notamment, paix à son âme, Siri Gungunga, paix à son âme, Kanazoe Umaru, qui ont fait la médiation. Quel genre de médiation? Demander à Norbert Zongo d'arrêter d'écrire sur David Ouédraogo. Exactement. Et à l'époque, la condition posée par Norbert Zongo, c'est que la famille Compaoré a demandé pardon à la famille Ouédraogo. On tombe d'accord sur ça et donc il arrête de publier. Si la famille de David Ouédraogo pardonne à la famille Compaoré, lui il arrête son travail de journaliste. Et les jours passent, puis les semaines, et la famille Compaoré ne demande pas pardon à la famille Ouédraogo. Donc à un moment donné, Norbert dit, moi je ne suis plus lié par l'engagement que j'ai pris. Mon engagement était de ne pas écrire, de ne plus écrire, puisque les Compaoré ont donné pardon au Ouédraogo. Maintenant, plus de 2 mois après, les Compaoré n'ont pas fait le geste de demander pardon, je reprends ma plume. Et c'est là que l'affaire revient au devant de la une du journal. Maintenant, donc quelqu'un quelque part s'assoit, il estime que ce petit journaliste-là ou bien journaleux-là l'embête trop les choses et il décide que bon, voilà. Voilà le lien entre l'affaire David Ouédraogo et l'affaire Norbert Zongo. Parce que au départ, il ne s'agit pas d'une affaire politique. Rappelez-vous, nous sommes en décembre 1998. Un mois plus tôt, Blaise Compaoré a été réélu avec 87% des voix. Il y a eu une élection juste quelques semaines après l'élection présidentielle de 1998. Donc ce n'est pas un contentieux politique, ce n'est pas un litige politique, ce n'est pas une crise politique. Voilà. Et pendant les auditions, aucun de ces militaires n'a reconnu une quelconque participation à l'assassinat de Norbert Zongo. Aucun. Mais c'est des cumuls de mensonges. J'étais à tel endroit, on vérifie c'est faux. Je faisais telle chose, on vérifie c'est faux. S'ils ne sont pas
liés à la scène de Norbert Zongo, pourquoi mentent-ils sur le lieu où ils étaient le jour du 13 décembre? Voilà. Et au-delà d'eux, vous avez d'autres personnes qui ont menti sur leurs faits et gestes le 13 décembre. Mais pourquoi sur leur relation avec X ou Y? Vous êtes rendu compte à un moment donné qu'on ne pouvait pas compter sur ces militaires-là pour avoir la vérité sur ce dossier? Non, il ne peut pas. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'affaire David de Drago, bon, David, un chauffeur anonyme qui ne représente rien, bon, ça pour eux, c'est rien. Mais par contre, quand Norbert est tué, l'ampleur que ça prend, surprend tout le monde. Parce qu'au moment où vous travaillez, la rue continue à faire du Si, bruit. la rue continue à Et faire ça, du bruit. ça vous galvanisait à mieux faire Bien encore sûr, votre travail. Non seulement, mais nous-mêmes, nous sommes déterminés à savoir ce qui s'est passé. Parce que, d'abord, c'est le mouvement Bourgeois des droits de l'homme, c'est la Société des éditeurs de la presse privée, c'est l'AJB, l'Association des journalistes du Burkina, c'est Reporters sans frontières, c'est GDS Burkina Faso, c'est ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, c'est le barreau burkinabé. Donc, par définition, des gens qui ont soif de justice. Et on n'imaginait pas qu'on puisse, au bout de, si on avait un mandat de 6 mois, on n'imaginait pas qu'au bout de 6 mois, on puisse dire qu'on n'a rien trouvé, et puis voilà, remettre quelque chose comme ça. C'était un défi personnel pour chacun des membres de la commission. Alors, les militaires du RSP, dont les noms ont été cités récemment, ont refusé donc d'accepter qu'ils étaient sur le lieu du crime. Oui. Mais il y a eu un témoignage qui va venir vous édifier. Oui. C'est celui-là de ce éleveur Peul qui était dans la localité, le seul et unique témoin oculaire de l'assassinat de Norbert Zongo. Oui. Alors, dites-nous, comment vous l'avez auditionné, ce monsieur-là, justement? Non, il est... Là, je dis, il faut tirer le chapeau aux OPJ qui étaient avec nous. C'était des gens qui étaient Ils étaient compétents, mais ils avaient la même détermination que nous. Il fallait que l'on sache ce qui s'est passé. Ils ont d'abord su qu'il y avait eu un témoin oculaire et ils l'ont retrouvé. Quand ils l'ont retrouvé, on est parti le chercher, il est venu. C'est quelqu'un qui ne connaît pas l'armée. Mais la description de la scène, les cagoules que l'on connaît au RSP, quand ils défilent même, on les voit. Donc, ce n'est pas caché. Mais lui, il n'a jamais vu ça. Mais il a décrit. Et la description qu'il a faite là ne pouvait que renvoyer à un corps militaire. Ça, c'était clair. Ça ne peut pas être des braconniers. Non. C'était des gens qui avaient une formation militaire. Ça, c'était évident. Mais au-delà de ça, il ne connaît pas les armes. Ou alors, c'est le calibre 12, comme on dit, fusil de chasse. Mais il décrit l'arme. Il dit c'est une arme courte comme ça. Nous-mêmes, on ne connaît pas. Personnellement, moi, je ne connais pas. Et il décrit la scène. L'expert en balistique vient. On fait l'autopsie. Et dans le corps de Norbert Zongo, il trouve la balle. Et à partir de la balle, il identifie l'arme. C'est comme ça. Vous suivez toutes les séries policières. À partir d'une balle, on peut dire ça, c'est telle arme. En tout cas, c'est tel modèle d'arme. Il dit voilà, ça, c'est un projectile d'un Valtro. Tiens, Valtro, c'est quoi? Valtro est une arme qui n'est vendue qu'aux États. On ne le trouve pas dans le commerce. Ce n'est pas une arme de chasse. Ce n'est pas une arme de défense individuelle. C'est une arme qui équipe les unités spéciales des forces armées. À l'image du RSP. À l'image du RSP, à l'image du GIGN, les forces antiterroristes. Et donc nous, dans nos recherches, nous écrivons au corps militaire et paramilitaire de Burkina Faso. Qu'on vous dise la provenance. Quels sont ceux-là qui sont équipés de cette arme? Évidemment, on reçoit des réponses et il ressort que au Burkina Faso, le seul corps détenteur de cette arme-là, c'est le RSP. Le seul corps? Oui. Parce que quand l'État burkinabé a commandé ces armes-là, on voulait en donner au GIGN, mais on a dit non. Donc c'est eux seuls qui sont dotés de ça. La police a la même arme, mais en version longue pour le tir, pour lancer les grenades. Or, le modèle, l'arme qui a servi à tuer, c'est le modèle court. Donc, vous avez identifié l'arme. Vous savez qui a cette arme. On ne cherche pas midi à 14h, c'est un raisonnement logique.
Alors, dites-nous le récit qu'il vous a fait, parce que ça vous a quand même davantage touché. Toute la commission a été touchée par le témoignage que ce dernier a eu à faire. Oui. Le sang-froid avec lequel il vous a raconté Oui. comment Norbert Zongo et ses compagnons ont été assassinés. Oui. Mais c'est chose faite. C'est-à-dire, ça vous fait froid dans le dos. Parce que avant ça, il y avait toujours les hypothèses que ça pouvait être pas un accident en tant que tel. Parce que quand vous regardez le véhicule, même ceux qui ont. Parce qu'à un moment donné, les gens ont dit que c'était les propres cartouches de Norbert Zongo qui avaient explosé et qui avaient chaud. Mais quand vous regardez le véhicule, entre le tour que fait une balle qui rentre et une balle qui sort, c'est pas la même chose. L'explication justement de ce témoin oculaire, il vous a dit, ils ont arrêté le véhicule, ils ont surgi, ils ont tiré sur le véhicule. La suite maintenant, il vous a raconté un peu dans les moindres détails, oui. Puisque lui, il cherchait sa brebis égarée. Il tombe sur la scène. Un véhicule qui est arrêté au milieu de la voie et de chaque côté du véhicule, Des buissons. à partir des buissons, vous avez des gens qui tirent sur le véhicule. Et quand tout mouvement cesse dans le véhicule, ils vont vers le véhicule et c'est là qu'on met le feu au véhicule. Voilà. Donc lui, il se fait tout petit pour qu'on ne le voit pas. Et après le départ des intéressés, il oublie de chercher sa brebis, il rentre chez lui tranquille, priant Dieu. Il vous a dit un peu les insomnies qu'il a eues après ces événements. Non, mais il a dit que... Je vous dis qu'après, les gars, il était troublé. Enfin, il est passé, je ne sais pas aujourd'hui. Il a failli se suicider à un moment donné, selon les informations que nous avons eues. Je ne sais pas s'il vit toujours aujourd'hui, oui. Mais après ça, il n'était pas normal. Parce que ce qu'il a vu l'a choqué. Voilà. Humainement parlant, ce n'est pas une scène qu'on peut regarder et puis sortir indemne. Ça montre aussi le côté sacré de la vie humaine. Parce que généralement, ce genre de crimes crapuleux, on peut les commettre tant qu'il n'y ait pas... Enfin, généralement, il y a un témoin toujours que Dieu envoie voir... Exactement. Oui, pour identifier. Dans nos traditions, oui. Un tel, si on peut dire sacrilège, ne peut pas passer inaperçu. Il y a toujours un œil extérieur qui assiste. Dans la tradition africaine. Bon, mais bon, vous savez, c'est que c'est une tradition aujourd'hui. Et après lui, son témoignage, maintenant, vous êtes encore reparti vers le RSP. La suite, qu'est-ce que cela a donné concrètement? Non, après ça maintenant, quand l'expert vient, il dit que voilà, c'est telle arme. Et nous savons que cette arme-là, il n'y a que le RSP qui l'a. Nous, on va voir si on peut retrouver cette arme. Et vous avez contacté le RSP? Mais bien sûr. Gilbert Diendéré notamment? Non, on ne connaît pas Gilbert Diendéré. On écrit au commandement du RSP, même pas chose. Et puis on dit, bon voilà, on veut perquisitionner. Mais justement, l'histoire va montrer après qu'au sein de la commission, il y avait des tops. Donc on rentre dans le magasin, mais on ne trouve rien. On ne trouve pas en tout cas l'arme que l'on cherche. On ne peut pas la trouver, puisque les gens étaient informés qu'on venait. Voilà. À un moment donné, vous vous êtes dit, tant qu'on ne retrouve pas les traces des larmes, est-ce que cela ne va pas compromettre finalement tout le travail que vous étiez en train d'abattre? Non, ça ne compromet pas, puisque de toute façon, même si officiellement l'État burkinabé ne dit pas que c'est le RSP seul qui a cette arme, les gens que nous avons et que nous recoupons nous font savoir que seul le RSP a détient cette arme-là au Burkina Faso. Et comment dire, je ne dirais pas les innocents, mais même ceux qui ne savent pas, quand ils voient le respect défiler lors du 11 décembre, ils voient les armes qu'ils portent. Voilà, c'est évident. Alors finalement, l'autre aspect de la question, c'est de savoir comment en est-on arrivé finalement à l'accusation de ces éléments du RSP par rapport à ce crime crapuleux. Non. Vous avez des gens qui systématiquement mentent. À côté de ça, vous avez des éléments qui les indexent. D'autres éléments qui les indexaient dans le même corps? Non. Non, pas dans le même corps. C'est-à-dire dans un dossier de David Ouedraogo. David Ouedraogo, bien sûr. Ils ont un précédent, en fait. Le noyau oui. qui a exécuté la mission de David Ouedraogo, c'est ce noyau que l'on retrouve dans la mission Norbert Zongo. Voilà. Parce que, en fait, c'est-à-dire que le problème que ça posait, c'est comment
François Compaoré, qui n'est pas une autorité militaire, qui n'est pas une autorité civile, a-t-il pu remettre David Ouédraogo à la sécurité rapprochée du chef de l'État pour les interroger sur de l'argent qui a disparu à la maison? Comment? Voilà. Donc, s'il a pu, donc voilà le lien. Et puis, bon, toutes les manœuvres autour, les auditions qu'on prépare à l'avance. Apparemment, chaque fois que vous faites quelque chose, il y a des gens qui vont rendre compte. De la même commission, il y avait 2 types de personnes. Vous n'avez pas les mêmes intentions ni les mêmes envies. Au départ, nous pensions, nous n'avons jamais soupçonné qu'il puisse y avoir, si l'on peut dire, moi je ne parle pas, pour nous, tous les membres de la commission étaient animés d'une bonne volonté, la recherche de la vérité dans cette affaire. C'est l'hypothèse, c'est le postulat au départ. C'est vers la fin des travaux que nous allons commencer à avoir des soupçons vis-à-vis de certains camarades. Mais c'était un peu trop tard. C'était trop tard. C'est pour ça que j'ai dit que la commission autrement composée, on aurait pu mettre la main sur l'arme qui a tué Norbert Zongo. Si nos camarades n'avaient pas filé l'information à qui de droit avant qu'on ne vienne pour fouiller l'armurerie de la présidence. Alors, Norbert Zongo a été assassiné, la commission a été mise en place, elle a travaillé donc du 7 janvier au 7 mai 1999, 6 mois, comme vous-même vous l'avez dit. Oui. 6 mois après, donc, vous avez rendu votre rapport, oui. Rapport qui revient naturellement donc, sur comment les choses se sont passées, mais aussi vous avez fait des recommandations oui. Sur notamment la suite judiciaire à donner à ce dossier et l'aspect imprescriptible de ce dossier-là. Oui. Alors, à ce niveau, on a eu l'impression que sous Blaise Compaoré, vous avez souffert parce qu'en 2006, il y a eu un non-lieu qui a été prononcé sur ce dossier, malgré les faits clairement établis sur l'implication du régime de sécurité présidentielle. Non, en fait, nous avons pressenti que le traitement judiciaire du dossier n'allait pas être facile. Et donc, nous avons recommandé que ce crime-là soit déclaré imprescriptible. Pourquoi on ne peut pas dire, bon, ça fait 10 ans de cela, prescription décennale, puis on range le dossier. Mais le non-lieu a été prononcé en 2006. J'en arrive. On a fait ça. Mais effectivement, bon, à l'époque, de toute façon, pour déclarer qu'un crime imprescriptible, il faut une loi. Mais nous, on ne contrôle pas l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a pas eu de proposition de loi, il n'y a pas eu de projet de loi, donc ce n'est pas passé. Mais néanmoins, nous croyons en la bonne foi, puisque lorsque on a remis le rapport au Premier ministre, et le lendemain, il a envoyé une copie à tous les organes de presse qui l'ont publié. Ce geste-là, déjà, pour nous, était un signe de bonne foi, de bonne volonté, que dès le lendemain de la remise du rapport, le rapport a été transmis aux organes de la presse pour publication, c'était pour nous un bon signe. Malheureusement, là où on n'a pas vu venir la chose, c'est l'immobilisme, pour ne pas dire les manœuvres au niveau de l'institution judiciaire pour étouffer le dossier. Parce que le rapport de la commission d'enquête indépendante a identifié 6 suspects sérieux. Le procureur prend un réquisitoire complémentaire, puisqu'il y a d'abord eu un premier réquisitoire pour saisir le juge d'instruction. Et il recueillait contre X, alors qu'il y a 6 personnes qui ont été identifiées. S'il avait requis contre Kafando Marcel et autres, et que le juge d'instruction les prenait et les mettait sous mandat de dépôt dans la semaine qui suivait, l'affaire Norbert Zongo était jugée depuis 2002 au plus tard. Parce que ils allaient comprendre qu'ils sont lâchés par les donneurs d'ordre et ils allaient parler pour, je ne dirais pas se sauver, mais pour amoindrir l'instabilité. Mais quand le procureur écarte le rapport de la commission d'enquête indépendante pour venir déclarer après qu'en fait que c'est juste un document administratif qui n'a pas valeur de procès verbal et patati et patata. Donc, les suspects sérieux sont rassurés, sont ragaillardis pour dire que de toute façon, tant que Blaise est là, nous on n'a peur de rien.
C'est en ce moment qu'on parlait des juges acquis, des magistrats, des magistrats de service. Les juges acquis. Et pas encore, voilà. Et c'est à ce moment que le ministre Badini sort, il dit voilà, lui travaille avec la magistrat acquis. Acquis à quoi? Acquis. Bon, il est toujours vivant, on peut lui poser la question. Donc, ça c'est un premier cas. Et ensuite, le juge d'instruction, qui, d'une certaine façon, a suivi nos travaux, qui reçoit ce réquisitoire complémentaire et qui aurait pu passer outre le fait que le procureur ait requis contre X pour convoquer Kafando, Marcel et compagnie et les messieurs de dépôt, lui aussi ne fait rien. Comme si tout ce qui avait été produit là n'avait aucune valeur. Or, il y a des informations importantes, clés dedans. Il ne fait rien. Jusqu'à ce que, finalement, il va l'inculper en 2002. Mais entre 99, remise du rapport, et 2002 qu'il attend pour inculper l'intéressé. 3 ans après. Voilà. Et après, le gars obtient une liberté provisoire parce qu'il est malade. Et il est malade, il sait qu'il est... il va mourir. Donc... et il me dit qu'il a le souci de l'avenir de sa famille. Bon, si on lui fait des promesses de prendre soin de sa famille après sa mort, s'il garde le silence, ben c'était... Entre parenthèses, Kafando Marcel a bénéficié d'un véhicule 306 Peugeot offert par le président du Faso pour service rendu. En quel moment? Pendant qu'il était en activité. Là. Moi, je n'ai pas encore vu une autorité publique récompenser un agent en lui donnant un cadeau de cette valeur. Moi, j'ai été décoré pour avoir bien travaillé, mais on ne m'a pas donné un objet personnel. Mon ministre ne m'a pas donné une moto ou bien un vélo parce que j'ai bien travaillé. Mais Kafando, Marcel, a eu une voiture 306 pour avoir bien travaillé. Quel est ce travail qu'il a bien fait là, moi je ne sais pas. Mais il a eu ce cadeau-là. Donc, quand c'est comme ça, et même à l'époque, vous avez des photos, le président, sa femme, son frère, et puis ces éléments-là sont dans la photo. C'est devenu une affaire de famille, en fait. Voilà. Ou bien ils sont tous en boubou et CDP, on fait la photo. Donc, en fait, il y avait tellement de... Entre-temps, Marcel Kafando est mort. Oui, il est mort. Est-ce que quand lui il est mort, vous êtes dit, on n'aura pas la lumière sur la mort de Norbert Zongo? Non, c'est-à-dire que le temps faisant son œuvre, oui. On peut craindre qu'au moment du jugement, les suspects sur qui avaient été identifiés, qu'il n'en reste plus beaucoup. Parce que Ernest Kouamouo aussi, il est mort. Lui, il est mort avant Marcel Kafando. Ouais. Lui, il est mort de douleur au ventre. Bon, il y a certaines méthodes aussi. Parce que de tout le groupe aussi, c'était, moi, je dirais, le plus éclairé. Et celui-là qui était même à un moment donné, de se rendre compte qu'il avait intérêt à parler. Voilà. Il avait une très bonne éducation, et même un très bon niveau d'instruction. Et je me dis qu'à un moment donné, peut-être qu'il allait se dire, il faut parler. Se libérer en fait de ce fardeau-là éventuellement. Donc, il a été le premier à mourir, les 6 suspects sérieux qui ont été identifiés. Le mot de ventre. Pour Marcel, on dit qu'il est mort de façon pitoyable. Bon, en tout cas, ces derniers moments n'ont pas été faciles parce que la maladie quand même l'a rongé. Voilà le mot. Alors, 2006, le nom lui a été prononcé. Vous qui avez travaillé au niveau de la commission d'enquête indépendante, oui. Oui, mais en fait, si vous voulez, c'est ça les institutions de l'état de droit. Dans un état de droit, il faut faire confiance à l'institution judiciaire. Mais quand l'institution judiciaire déclare un non-lieu, c'est fini. Mais c'est que ce non-lieu, il est curieux. C'est un non-lieu, en principe, quand il y a une instruction, à un moment donné, le juge d'instruction dit, bon voilà, j'ai fini mon travail, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai reçu toutes les informations que j'avais, voilà mes conclusions. Et il communique ça au parquet, et dit voilà, ordonnance de non-lieu ou bien ordonnance de renvoi. Mais ici, c'est le procureur qui demande au juge d'instruction d'ordonner le non-lieu. C'est à ne rien comprendre finalement. Et dans la semaine qui suit, le juge d'instruction
ordonne le non-lieu. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mais encore que, vous avez un crime, tout le monde sait que ça n'a pas été commis par une seule personne. Si on considère que Marcel Kafando n'est pas l'auteur, mais comme ce n'est pas une seule personne, mais on continue à chercher les autres. C'est ce qu'on appelle association de meurtre. C'est un crime commis en bande. Bon, on avait trouvé un chef de bande, on dit que ce n'est pas lui. Mais il faut chercher les autres. Non, on décide, non-lieu, parce que l'autre l'a joué, et on casse le dossier. Et à l'époque, moi, j'ai dit, mais pendant que vous cherchiez, vous n'avez pas trouvé. Et c'est quand vous allez arrêter de chercher que vous allez trouver. C'est un non-sens. Certains ont parlé d'enterrement de première classe de ce dossier-là. Sans compter que, à l'époque où ce non-lieu était prononcé, il y a des dossiers en justice qui restent depuis 15 ans, mais on n'a pas dit qu'il y avait non-lieu. Il y avait des dossiers plus vieux que ça, mais on n'a pas ordonné non-lieu parce que c'est fait que le dossier traîne. Et je prends toujours comme référence l'affaire Grégory en France. Le dossier Grégory, ça fait plus de 20 ans, mais le dossier est toujours d'actualité. Enfin, d'actualité. On n'a pas ordonné le non-lieu, on n'a pas cassé le dossier. Chaque fois que la science évolue un peu, on reçoit le dossier pour voir si avec les technologies. Alors, voilà. Ce qui est intéressant pour le cas du Burkina, oui, malgré le non-lieu qui a été prononcé en 2006, oui, la lutte s'est poursuivie, oui, jusqu'à ce que finalement il y ait l'insurrection en 2014. Oui. Et après le départ du pouvoir Compaoré, le dossier, oui, a été réouvert finalement. Et non, là, vous vous êtes dit, tôt ou tard, on allait déboucher sur quand même quelque chose d'assez pertinent. Même avant, oui, le 30 et 31 octobre, quand la Cour africaine des droits de l'homme a été saisie du dossier Norbert Zongo, elle a ordonné à l'État burkinabé de réouvrir le dossier Norbert Zongo. Parce que notre constitution dit que tout individu a droit à... Donc, Norbert Zongo n'a pas eu droit à la justice, sa famille n'a pas eu droit à la justice. Et la Cour dit qu'il faut que le Burkina Faso réouvre le dossier Norbert Zongo. Mais, connaissez les trucs, de toute façon, on ne peut pas obliger le juge à faire ce qu'il ne veut pas. Donc, ça n'a pas bougé. Le parquet, le procureur n'a pas bougé, le procureur n'a pas bougé, le procureur du Faso n'a pas bougé. Et comme le dossier est déposé au greffe, le juge ne peut pas, parce que pour qu'un juge prenne un dossier, il faut qu'on lui affecte le dossier. Mm-hmm. Donc c'est resté là. Maintenant, si vous voulez, nous, notre combat était que Blaise s'en aille avant que la prescription n'intervienne. Parce qu'on a ordonné le non-lieu en 2006. Si 2016 arrive 10 ans après, il y a prescription. Et je dis que vous ne pouvez plus réouvrir le dossier. Fort heureusement, il est parti avant. Heureusement, il est parti en 2014. 2 ans avant que la prescription intervienne, puisqu'il voulait rester même en 2015 pour le temps. Donc, en fait, si 2014 n'avait pas eu lieu, en 2015, il allait encore être candidat, il allait encore gagner les élections, et en 2016... Il y a donc un nom qui revient, c'est celui de François Compaoré, qui est actuellement du côté de la France. Est-ce que vous avez espoir qu'il puisse être extradé pour venir nous donner sa part de vérité par rapport à ce dossier-là? Non, c'est aujourd'hui que le Conseil d'État français doit se prononcer. Oui. Je dis aux gens, ce n'est pas pour les beaux yeux du Burkina que le juge français a accordé l'extradition. C'est parce que dans le dossier qu'on lui a envoyé, il y a quand même des éléments qui montrent que François Compaoré est acteur. S'il n'y avait pas des éléments qui l'incriminaient, quand on l'a arrêté à l'aéroport là, dans les 6 mois après, on allait nous répondre que non, on ne peut pas l'extrader parce qu'il n'y a pas d'éléments probants. Et comme son avocat le dit chaque fois que c'est un dossier politique, si le dossier est politique, ce sont eux qui l'ont politisé quand ils ont ordonné le non-lieu en 2006. Le dossier n'est pas politique. Alors, plus de 20 ans après, est-ce que vous avez espoir qu'un jour, finalement, il y ait la justice pour Norbert Zongo et ses compagnons? Bien. Le Conseil va se prononcer aujourd'hui. Si je m'en tiens aux éléments du droit, il va accorder l'extradition. Mais après ça, les conseils de François Compaoré peuvent aller à la Cour européenne des droits de l'homme. Ça va prendre encore un certain temps. Et après aussi, le Conseil européen, la Cour européenne des droits de l'homme va se prononcer.
Et au regard des éléments dans le dossier, je présume que son avis sera favorable. Mais dans combien d'années? Je ne saurais le dire. Maintenant, est-ce qu'il faut juger le dossier sans François Compaoré? Certains ont parlé d'une condamnation par contumace. Oui, mais à ce moment, vous allez donner en partie raison à ceux-là qui disent qu'en fait, on tient à le condamner coûte que coûte. S'il n'est pas là, un procès en son absence, tout le monde va le charger. Et comme il n'est pas là pour se défendre, on va le condamner. C'est ça l'inconvénient du jugement par contumace. Mais, donc, moi je dis, pourquoi on ne puisse pas dire qu'on l'a condamné parce qu'on voulait le condamner? Il est bon de patienter, qu'il nous revienne, on va le juger. Même si cela fait qu'on ne peut pas se dire quand est-ce qu'il va revenir. Peu importe le temps que cela va prendre. Prions que Dieu nous prête longue vie à tous, à François Compaoré, aux inculpés, à moi-même, pour que nous soyons témoins de ce jugement. Le dossier Norbert Zongo, vous l'avez suivi, c'était un grand ami à vous. Certains parlent de réconciliation nationale au Burkina Faso aujourd'hui. Vous, quelle est votre opinion là-dessus? Moi, je suis quelqu'un de tolérant. L'homme est imparfait. Donc on peut comprendre qu'il commet des erreurs, qu'il commet des fautes. Et si le repentir est sincère, on peut pardonner. Mais, vous voyez la génération de pardon en 2000, non? On rassemble des gens dans un grand stade. Et puis, il y a un monsieur qui s'élève, qui demande pardon au nom de tous ces dévanciers. Sans qu'on ne sache qui a fait quoi à qui. Et puis on dit voilà, on demande pardon et le pardon est accordé. Symptomatiquement, il y a un pigeon qui a refusé de voler. Et puis on a donné de l'argent aux gens. Et ça, c'est l'une des plaies de notre société. Avec l'argent, on arrive à corrompre les gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils posent un problème, il suffit de dire, bon, tu veux combien? Et puis, sa revendication est terminée. Mais de toute façon, la commission qui avait été mise en place par la commission des sages, le collège des sages, oui, a dit vérité, justice, réconciliation. Ouais. Aujourd'hui, d'abord, on veut réconcilier qui avec qui? Donc le Burkina n'a pas un problème de réconciliation pour vous? Est-ce que vous avez entendu dire qu'une autorité en fin de mandat a été agressée dans la ville parce que quand elle était ministre, elle a dit ceci, elle a fait cela? Vous avez déjà entendu dire qu'un magistrat a été agressé chez lui dans la rue, ou bien je ne sais où, parce qu'il avait rendu une décision contre quelqu'un? Ou bien qu'un professeur a été agressé parce qu'il a fait échouer un élève? Non. Dans ma vie, moi, je n'ai pas encore vu ce cas-là où on s'en est pris à quelqu'un pour des actes qu'il a commis dans un cadre professionnel. Donc, les Burkinabés, je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui en veulent à d'autres, si. Même moi, j'en veux à certaines personnes. Mais le fait que je leur en veux n'a pas mené à les agresser. Je ne règle pas mes problèmes de cette façon d'avoir, je n'aime pas la force physique. Donc, je pense que c'est au niveau des politiques. Mais les politiques aujourd'hui sont une des plaies du Burkina Faso. Ils croient que la chose politique appartient uniquement aux politiques. Mais la chose politique n'appartient pas uniquement aux politiques. Je ne sais pas qui avait dit que la guerre est trop sérieuse pour la confier, pour la laisser aux militaires. Voilà. Donc, la politique est trop sérieuse pour la laisser aux seuls politiciens. Mais on a vu la sortie récente de Herman Yameogo, qui n'était candidat à rien, mais qui est sorti encore, qui a parlé de réconciliation nationale. Quel est le poids politique de Herman Yameogo aujourd'hui au Burkina Faso? Il a un poids politique. Il représente quelque chose. Vous avez une dent contre lui? Non, je n'ai pas une dent contre lui, non. Je n'ai pas une dent contre lui. Moi, je pars sur la durée. Herman Yameogo a dit un jour à Norbert Zongo, viens, je vais te planter à Blaise, tu ne le connais pas, sinon tu n'as pas écrit ce que tu écris. Et Norbert lui a répondu, c'est vrai, je n'ai jamais rencontré Blaise Compaoré. On ne s'est jamais assis comme ça, je ne l'ai jamais vu comme ça. Mais moi, je connais Blaise Compaoré mieux que toi.
Et ça, c'est de la bouche de Herman que je le tiens. Parce qu'en 1998, notre association, la Ligue pour la défense de la presse, a organisé un genre colloque là sur l'état des lieux de la démocratie au Burkina Faso. Ce jour-là, Herman a fait cet aveu-là. Mais après, il est reparti avec Blaise Compaoré. Ou bien? Donc, moi, je considère que c'est quelqu'un... bon, il est libre de ses opinions, mais je ne vois pas... Franchement, moi, je dis qu'on n'a pas de problème de constitution pour Burkina Faso. Mais, à la limite, le Premier ministre, Luc Adolphe Tiaoui, est revenu. Il va qu'à ses occupations. Il était même candidat aux élections législatives. Sans problème. Ouattara Senghor, le président de l'Assemblée nationale, il a Bobo chez lui, sans problème. Qui d'autre? Herman Yaméoko parle tout le temps de Blaise Compaoré et de sa famille. Il a ajouté récemment Yacouba Isaac Zida. Mais en fait, je ne sais pas pour Blaise Compaoré, mais Yacouba Isaac Zida a son passeport burkinabé. Il était même candidat aux élections présidentielles. Non, il a son passeport burkinabé. Est-ce qu'il a pris l'avion pour dire qu'il va venir au Burkina et puis on dit tu ne rentres pas au Burkina? Non, moi, même Blaise Compaoré. Est-ce qu'il a dit je rentre, on dit tu ne rentres pas? Sur le plan du droit, tout individu, la libre circulation existe. A le droit de quitter son pays. En tant que Burkinabé, j'ai le droit de quitter mon pays si je le veux. Mais si je le quitte aussi, j'ai le droit d'y revenir. Sans que l'autorité politique ne puisse dire je ne rentre pas. Pas possible. Pour vous, c'est clair, il faut que les politiciens, peut-être en perte de vitesse, commencent à se ranger. Non, moi je serais d'avis que on crée un organe d'éthique composé réellement de gens sages. À qui on donne le pouvoir de faire un passage en revue de nos hommes politiques et de dire qu'un tel est indigne d'eux et que donc il est exclu des activités politiques. Que faites-vous du multipartisme consacré par la Constitution? Non, je ne parle pas de multipartisme. Je parle d'un organe éthique. Je ne parle pas de sanctions pénales. Non, non, non. C'est-à-dire, la collectivité estime que ces individus-là, de par leurs actes, ont montré qu'ils étaient nuisibles à la communauté. Que ce n'est pas le but de la communauté qui les intéresse, que c'est leur bien individuel, personnel qui les intéresse. Et donc, de ce côté, on les écarte. On les déclare inéligibles aux fonctions politiques. Là, on va assainir le monde politique burkinabé. Même au besoin, rentrer dans la société civile également, faire le même travail. Les crimes de sang, les crimes économiques, pour vous, est-ce qu'il y a de belles perspectives qu'on puisse finalement lutter contre tout ça au Burkina Faso? On ne peut pas. On ne peut pas parce que vous avez des crimes. En fait, en dehors de certains crimes qui sont propres à des personnes, vous avez des crimes qui sont liés au système. Or, c'est le même système parce que CDP, MPP, c'est ceux qui étaient au CDP qui sont MPP aujourd'hui. Si vous voulez poursuivre les crimes économiques, vous allez devoir poursuivre les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui au sein du MPP. Est-ce que vous pouvez? Dans ce contexte-là, quel avenir pour le Burkina sur la bonne gouvernance? Moi, je crois que il faut d'abord que, vous avez vu, au début du collectif, on n'était pas si nombreux que ça à revendiquer. Hein. Moi, quelqu'un m'a dit, n'absent pas coup, on en a un coup, par rapport à l'affaire Norbert Zongo. Ah, mais en traduction en français, facile. Si le chef ne tue pas, qui va tuer? Autrement dit, le chef a le droit de tuer. Et s'il tue, on ne doit pas se plaindre. Ensuite, une autre fois, quand je parlais, on m'a dit, Nama Noma Ya Putora. En traduction?
Et ce qui est bon dans le pouvoir, c'est l'arbitraire qui le permet. Or, dans un état de droit, il ne peut y avoir d'arbitraire. Donc, je me suis un peu perdu dans ma pensée, mais je dis donc qu'il faut qu'on en vienne à ça. Et il faut que les gens cessent de penser que la politique est l'affaire des hommes politiques. C'est parce que jusqu'ici, ils sont nombreux à penser comme ça, que la politique est réservée à une minorité qui se croit élue. En somme. En somme. En somme, M. Kam. Une fois, j'ai eu une discussion avec une dame. J'ai voulu poser un problème. Elle me dit, elle ne fait pas la politique. Je dis, c'est pas une affaire de politique. C'était quoi? C'était la prise en charge des orphelins, des militaires tombés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Je lui ai posé le problème. Elle dit, c'est de la politique. Donc, quand les gens raisonnent comme ça, la classe politique devient comme une sorte d'élite, alors que moi, je suis convaincu qu'ils ne sont pas plus méritants que moi. Hein. Voilà. Il ne faut pas voir la classe politique là comme les gens qui... non, c'est faux. C'est des gens comme vous et moi. En somme, il faut un changement de mentalité. Oui. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de toutes les personnes qui ont lutté avec vous dans le collectif jusqu'à aujourd'hui par rapport au dossier Norbert Zongo contre les crimes de sang et les crimes économiques au Burkina? Oui. Vous avez un message à l'endroit de ce monde qui était avec vous et qui continue d'être avec vous? Non, c'est vrai que dans nos rangs, quand même, il y a eu des départs. Il y a ceux qui sont morts parce que la mort a fait son œuvre. Mais il y a ceux-là aussi qui, à un moment donné, ont estimé qu'ils étaient fatigués de lutter. Ils sont allés voir là où l'herbe était plus verte. Mais je disais, la dernière fois au cimetière, je dis, quand nous avons lancé la lutte en 1998, si on nous avait dit qu'en 2002, en 2022, on en serait encore là, peut-être qu'on n'aurait pas eu le courage. 22 ans après, peut-être qu'on n'aurait pas eu le courage d'entamer la lutte. Mais il faut savoir que rares sont les luttes qui aboutissent au lendemain. Et j'ai dit que le 30 et 31 octobre est fille des luttes de 98 et 2000. Celui qui n'a pas compris ça, ou celui qui n'admet pas ça, celui qui n'a rien compris à la lutte des peuples. Le principal enseignement que vous tirez de votre engagement, c'est qu'il faut lutter. C'est-à-dire que même quand on pose que, voilà, on a une constitution, on a un état de droit, on fait des élections, on a une démocratie, le pouvoir politique, tant qu'il n'est pas contraint, aura tendance à réduire les libertés. Et tant que les gens vont rester dans l'ignorance, et surtout dans cette pensée que la politique appartient à ceux de la ville, la politique appartient aux grands choses, il y aura une minorité qui va continuer à nous exploiter et à piller les ressources de l'État à son profit. Au lieu que la gestion profite au plus grand nombre. C'est une minorité qui va s'enrichir sur notre dos. Et là, il faut que les populations le comprennent. Voilà. Et je cherche des financements pour pouvoir faire cette émission-là. C'est gentil à vous. On espère que vous aurez des financements. L'appel est lancé. Merci à vous, M. Kam. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. Ainsi prend fin le rendez-vous de ce jour avec M. Sibiri Erikam. Il était rapporteur donc, de la commission d'enquête indépendante qui a travaillé sur le dossier Norbert Zongo. 22 ans après, la justice burkinabé se fait toujours attendre sur ce crime crapuleux commis en 1998. Très bonne suite de programme à tous et à toutes et à très vite sur nos antennes. Bonsoir chez vous.